Une cité balnéaire au pays des ch'tis. Bienvenue à Berck-sur-Mer. Sa plage, sa rue commerçante et sa confiserie de 1922. Une institution pour les habitants et une véritable attraction pour les touristes. Lorsque Jean-Yves Matifas fabrique ses bonbons à l'ancienne, c'est toujours un spectacle. Ses sucettes sont, paraît-il, les meilleures de la région. Et pourtant, sa recette est d'une simplicité enfantine. L'ingrédient essentiel de notre recette, c'est le sucre de betterave. Donc il faut 2 kg de sucre pour pouvoir faire 2 kg de bonbons. Du sucre, de l'eau, mais aussi un ingrédient mystérieux. On va mettre un petit peu de perlimpinpin. Alors ça, c'est notre secret de fabrication, hein, qu'on se transmet de génération en génération. Les secrets de cette potion magique, Jean-Yves en a hérité de sa mère, qui en avait elle-même hérité d'une vieille tante. Voilà, le sucre a atteint la bonne température. Un caramel comme autrefois, sans édulcorant ni conservateur. La seule substance ajoutée, ce sont ces quelques gouttes d'arôme naturel du parfum désiré. Donc là, c'est de l'extrait naturel de fraise. Et voici le résultat, après seulement 10 minutes de préparation. Et on a une matière qui est totalement transparente, comme le verre. Donc on va tirer le sucre pour le satiner. Ici, pas de pétrin électrique, pas de robot mixeur, tout est dans le coup de poignet. Donc la couleur, elle change. Voilà, je rajoute de l'air dedans. Les gestes sont les mêmes depuis près d'un siècle. Pour ses clients, c'est une vraie curiosité. Ils viennent voir le spectacle d'un passé révolu. Les confiseurs à l'ancienne, comme Jean-Yves Matifas, ne sont plus qu'une petite dizaine en France. Moi, j'ai vraiment l'impression d'être dans un film. On remonte en arrière dans les années 1800, où on allait chercher son bonbon chez le marchand de bonbons. C'est le côté naturel qui plaît, je pense, c'est plus authentique, ouais, voilà. C'est pas un bonbon industriel, c'est un bonbon artisanal, quoi. C'est meilleur, il y a plus de goût. Mais Jean-Yves Matifas le sait bien, les rois du marché aujourd'hui, ce sont les multinationales de l'agroalimentaire. On fait à peu près 4,3 tonnes de sucre par an. Un industriel fait pratiquement 4 tonnes par jour. Aujourd'hui, la fabrication des bonbons, c'est ça. Des robots, des kilomètres de tapis roulants, des usines géantes et des millions de sachets vendus en grande surface. Cadbury Kraft, Wrigley, L'Ami Lutti, Solinest et Haribo, ces industriels ont récupéré 80% du marché. Un marché d'1,2 milliard d'euros en France, qui est d'abord une industrie du plaisir. Ça rassure un petit peu, c'est quand on est mal, ça fait du bien. C'est la joie de vivre, je pense à rien, je mange mon bonbon et voilà, je suis content. L'an dernier, les Français ont avalé 230 000 tonnes de bonbons, plus de 3,5 kg par personne. Une consommation qui donne lieu à une incroyable bataille commerciale entre industriels. Alors, comment les confiseurs mettent-ils tout en œuvre pour vendre toujours plus de friandises? Et comment sont fabriqués tous ces bonbons qui cartonnent dans les rayons? Direction Uzès, une petite ville du sud de la France, à quelques kilomètres de Nîmes. Dans la zone industrielle, une usine qui ne paye pas de mine. C'est pourtant le site de production d'un géant du bonbon, Haribo, la multinationale allemande. Comme l'artisan de Berck, la multinationale protège ses secrets de fabrication. Le site est donc strictement fermé aux visiteurs. Jean-Philippe André, le patron de la filiale française, a peur d'être copié, car il fabrique les bonbons les plus célèbres du marché. On est jaloux de ce qu'on possède et notre plus grand bien, c'est quand même nos secrets de fabrication. Dans l'industrie du bonbon, les ingrédients de base sont toujours les mêmes. Des tonnes de sucre liquide livrées par camion-citerne, quelques additifs alimentaires et des colorants. Ce qui fait la différence avec les concurrents, ce sont les dosages et les procédés de fabrication. Des recettes connues seulement du patron, Jean-Philippe André, et de son maître confiseur, Gilbert Beck. Grâce à son savoir-faire, l'usine d'Uzès produit quelques-uns des bonbons les plus célèbres et les plus rentables de la marque. Rouleau de réglisse, dragibus, mais aussi carensac. Du carensac en petit format. Il y a aussi les bananes. Et surtout la fraise tagada, c'est l'un des fleurons de la marque depuis 40 ans. C'est un pilier incontesté de la société.
il y a à peu près 60 tagadas qui sont consommés à la seconde en France. 1 milliard de fraises tagada consommées chaque année en France. 10% du chiffre d'affaires de la marque à elle toute seule. Ici, plus grand chose à voir avec la fabrication artisanale du marchand de bonbons de Berck-sur-Mer. Et pourtant, les deux confiseries ont été créées la même année. Tout commence au début des années 20. Au moment où la tante de Jean-Yves Matifas ouvre sa boutique de bonbons à Berck, à des milliers de kilomètres, à Bonn, en Allemagne, un jeune confiseur crée lui aussi son atelier. Il s'appelle Hans Riegel. La légende raconte qu'il a commencé dans cette petite maison, avec pour seul capital de départ un sac de sucre et un vieux chaudron de cuivre. L'atelier d'Hans Riegel, le voici, reconstitué dans un musée, à côté de l'usine d'Uzès. C'est dans cet atelier que le jeune confiseur allemand va avoir une idée de génie qui va faire sa fortune. À l'époque où n'existent que des bonbons durs, lui imagine une texture gélatineuse pour plaire aux enfants. Et pour rendre sa création attrayante, il lui donne la forme d'un ourson, l'animal préféré des enfants. Ne reste plus qu'à baptiser son invention. Le monsieur s'appelle Hans, H-A. Son nom de famille, c'est Riegel, R-I. Il habite Bonn, B-O. Et il cherche un nom commercial pour vendre ses bonbons. Et à l'époque, on ne faisait pas appel à des grands consultants, des grandes recherches marketing. Haribo. Et l'histoire de Haribo commence comme ça, dans cet atelier, en 1920. Le succès est immédiat. En 1922, Hans Riegel doit même investir dans un vélo pour livrer ses clients à travers toute la ville de Bonn. 90 ans plus tard, le petit atelier est devenu une multinationale. C'est désormais en jet privé que se déplace le PDG de la marque allemande. Il a 87 ans et il s'appelle Hans Riegel, comme papa. Hans Riegel Jr. a hérité du prénom et de la petite confiserie de son père en 1946. Il l'a transformé en géant mondial grâce à un don pour le marketing. C'est lui qui a inventé la ritournelle de la marque. Une des premières publicités modernes. Dans les années 60, elle fera le tour du monde à la télévision. Et surtout, il a exploité à fond le filon du bonbon gélatineux inventé par son papa. Décliné sur tous les tons et sous toutes les formes, la marque fabrique plus de 300 sortes de friandises aujourd'hui. 6000 salariés dans le monde, 18 usines. Hans Riegel Jr. est aujourd'hui l'un des hommes les plus riches d'Allemagne, avec une fortune estimée à près d'1 milliard d'euros. Quand il débarque en France, comme aujourd'hui à Marseille, le PDG allemand est accueilli comme un chef d'État. D'ailleurs, ce matin, la République française rend hommage au pape du bonbon. Direction le palais du Pharaon, où il vient recevoir la Légion d'honneur. Voilà la personne dont je vous parlais. On dirait un bavarois. S'il est décoré aujourd'hui, c'est pour les 850 emplois créés dans la région depuis les années 70, notamment aux usines d'Uzès et Marseille. Voilà pourquoi, docteur Hans Riegel, au nom du président de la République et en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous faisons chevalier dans l'ordre national de la Légion d'honneur. Hans Riegel Jr. se montre rarement en public. Quand il est contraint de le faire, comme ce matin, il en profite toujours pour faire de la publicité pour sa marque. Je ne donne jamais la recette de mon succès. Vous savez, la recette, c'est le travail. Le travail et encore le travail. Hans Riegel Jr. cultive le goût du secret. En revanche, il affiche clairement le symbole de sa réussite sur ses cols de chemise, le petit ourson inventé par son père. Le patron allemand peut avoir le sourire, sa marque est le leader incontesté du marché. Le problème, c'est que la plupart de ces bonbons qu'on trouve dans les rayons ont fini par attiser l'appétit de nombreux confiseurs concurrents. Pour s'en convaincre, il suffit de se rendre dans n'importe quelle grande surface. Le patron du magasin, Daniel Tilliol, nous présente son rayon confiserie. En plus de ses concurrents historiques comme Carambar ou Michoco,
Haribo doit désormais affronter une multitude de nouveaux venus. Leur nom vous est inconnu et pourtant Daniel Tilliol leur a réservé la meilleure place sur son présentoir. Normal, c'est la marque de son enseigne. On appelle ça la marque distributeur. Comme tous les grands distributeurs, nous avons nos propres bonbons à notre marque. Un produit que l'on peut facilement comparer. La fraise Elodie, 80 centimes. La fraise Haribo, 96 centimes, soit un décroché de 20% par rapport aux produits leader. Même l'ourson a trouvé un concurrent et là encore, c'est 20% moins cher. Ça ressemble beaucoup aux bonbons Haribo. En la matière, ce qui plaît aux enfants, dans beaucoup de domaines, ce sont les animaux. Donc c'est pour ça que les animaux sont beaucoup copiés. Mais là, on ne peut pas faire dans l'original. Intermarché, Casino, Leclerc, Carrefour ou Auchan, les patrons de la grande distribution ont tous imité l'original. Et ils le vendent moins cher. Alors comment ces distributeurs ont-ils réussi à produire à moindre prix ces nounours et ces fraises en sucre qui font le succès d'Haribo? Les supermarchés français font fabriquer leurs bonbons dans la même usine, à quelques kilomètres de Lille. Nous sommes chez l'ami Lutti, un confiseur de renommée mondiale. Longtemps spécialisé dans le bonbon dur, le groupe a bâti sa fortune grâce à des friandises comme celle-ci, baptisée Harlequin. Mais pour rester compétitif, l'entreprise s'est mise au gélifié, beaucoup plus rentable, et fournit la plupart des distributeurs en bonbons au premier prix. Et c'est Frédéric Vistarelli, le directeur marketing, qui nous fait la visite. Voilà, là on est apte à rentrer dans le site. Nous allons nous diriger vers la confiserie gélifiée. En attirant la plupart des distributeurs dans sa confiserie, il a augmenté les quantités produites jusqu'à 8000 tonnes par an et diminué ainsi les coûts de revient. Le reste est une addition de petites économies. Un emballage réduit au strict nécessaire, aucune publicité et un minimum d'innovation. Ici, les crocodiles ressemblent terriblement à leurs concurrents allemands. Même constat pour les fraises. Et que dire des oursons? Ils semblent sortis tout droit de l'atelier d'Hans Regel. Ici, on imite les valeurs sûres, même si le directeur marketing s'en défend. Ça, c'est dans des teddy, des oursons gélifiés. Donc là, j'ai pris un goût citron, mais je vous invite à en goûter un, donc goût ananas si vous voulez. Ça, c'est les bonbons Haribo? Non, ça, c'est les bonbons Lutti. Alors, ça reste un ourson, c'est du gélifié, donc on ne peut pas dire qu'il y ait des mondes d'écart, mais chacun a ses spécificités. C'est pas de la contrefaçon? Non, non, c'est comme si vous disiez à un boulanger qui contrefait la baguette de l'autre, alors qu'il contrefasse la baguette. Non, c'est pas la contrefaçon. Pour l'instant, Haribo n'attaque pas ses concurrents pour contrefaçon. Reste qu'entre les différents fabricants, la bataille fait rage. Chaque année, il se vend plus de 20 milliards de bonbons dans les rayons. Et pour conserver leur part de marché, les confiseurs mettent tout en œuvre pour composer des friandises qui puissent plaire au plus grand nombre. Alors, comment parviennent-ils à fabriquer des bonbons qui seront des best-sellers? Pour le savoir, retour à l'usine d'Uzès avec le maître confiseur d'Haribo. Pour fabriquer tous ces bonbons, des bonbons qui sont mous quand on les mâche, il faut un ingrédient indispensable. C'est la gélatine. Elle se présente sous forme de poudre. Généralement, elle est d'origine animale. Cela peut être du bœuf, du poisson et aussi du porc, comme le montrent ces étiquettes, posées sur des sacs de 20 kg. Pink skin, peau de porc en anglais. Dans 90% des cas en France, c'est cet ingrédient qui est utilisé pour fabriquer la gélatine, destinée aux confiseurs. Donc l'agent gélifiant que nous utilisons est une protéine. C'est une protéine, donc la gélatine, obtenue à partir de la peau de porc. La gélatine de porc est obtenue en faisant bouillir la peau des cochons récupérés dans les abattoirs. Un procédé assez commun. On en trouve d'ailleurs dans beaucoup d'autres aliments que nous consommons. Certains yaourts ou margarines, crème glacée ou charcuterie, mais aussi dans certains plats allégés, où la gélatine sert d'épaississant.
Les industriels du bonbon l'utilisent eux pour donner de l'élasticité à leurs produits. Elle a des propriétés de gélification et des propriétés moussantes. C'est ces propriétés-là que nous utilisons. Que nous utilisons beaucoup de choses. Que nous utilisons dans beaucoup de produits en confiserie. À 5 € le kilo, c'est aussi l'ingrédient le moins cher du marché pour fabriquer un bonbon souple. C'est 4 fois moins cher que la gélatine de poisson, utilisée elle aussi parfois dans les bonbons. Voilà pourquoi c'est l'ingrédient préféré des confiseurs. Mais au-delà de l'élasticité, il y a un autre élément essentiel pour attirer le consommateur et susciter le désir de manger tel ou tel bonbon. Des fraises bien rouges, des nounours verts ou oranges, ou des crocos jaunes. La couleur, voilà le deuxième secret des bonbons. Et pour l'obtenir, les industriels sont obligés d'utiliser des colorants. Leur nom de code commence toujours par un E, comme Europe. E124, E129, E104. On les trouve mentionnés sur quasiment tous les paquets de bonbons. Et pourtant, pour certains scientifiques, leur utilisation n'est pas toujours anodine. Dans ce laboratoire nantais, spécialisé dans les analyses alimentaires, Marie Jaillet, docteur en chimie, étudie particulièrement la présence de colorants, notamment dans les bonbons. On a le E104 qui est le jaune de quinoléine, donc couleur jaune. Le E124 de couleur rouge qui est le rouge de cochenille. Et le E129 de couleur rouge également, donc qui est le rouge allura. Donc ce sont des colorants synthétisés en fait de façon industrielle, donc des colorants chimiques de synthèse. Des colorants chimiques qui suscitent une attention toute particulière des autorités publiques et de la communauté scientifique aujourd'hui. Donc il faut savoir qu'à compter de cet été, les produits contenant ces colorants devront faire l'objet d'une mention spécifique, donnant en fait une information aux consommateurs comme quoi ils peuvent causer une hyperactivité chez les enfants. Hyperactivité chez les enfants à cause de certains colorants qu'on trouve dans les bonbons. Une information révélée il y a 2 ans par la prestigieuse revue médicale The Lancet. Dans cette étude anglaise, les scientifiques disent avoir découvert que 6 colorants utilisés fréquemment dans l'alimentation pourraient provoquer chez les enfants des troubles du comportement. Une information prise au sérieux par la communauté européenne qui a décidé d'imposer aux fabricants une mention sur les paquets qui contiennent ces colorants. Et voici ce que dit cette mention. Peut avoir des effets indésirables sur l'activité et l'attention chez les enfants. Cette étude tombe plutôt mal pour des produits destinés aux enfants. Résultat, les confiseurs ont décidé de changer la composition de leurs produits. Tous sont passés au colorant naturel. Seulement, chez les fabricants comme Haribo par exemple, on l'admet, les bonbons coûtent du coup plus cher à fabriquer. C'est plus cher à fabriquer. C'est plus cher à fabriquer. C'est un problème ça. Et c'est ça augmente ça augmente incontestablement le coût de production. Après, vous avez 2 manières d'absorber cette augmentation du coût de production. Un, par l'amélioration constante de votre productivité, votre compétitivité, notamment dans les usines. Et 2, de voir si vous arrivez à répercuter sur le prix du consommateur, ce qui est quand même rarement le cas. Parce que si on veut, je reviens toujours au même point, si vous voulez rester un produit populaire, vous ne pouvez pas répercuter tous ces coûts-là. Dernier ingrédient qui fait le succès des friandises, le sucre. C'est même l'ingrédient principal, plus de 70% de la composition d'un bonbon. C'est ce qui donne le goût, bien sûr, mais c'est devenu aujourd'hui un sujet de préoccupation majeure pour les autorités publiques qui tentent de sensibiliser la population face aux problèmes d'obésité et de diabète. D'ailleurs, un député en a fait son cheval de bataille. Yves Bure, élu du Bas-Rhin et maire d'une commune de 17 000 habitants, Lingolsheim. À ce titre, c'est lui qui a la haute main sur la gestion des cantines scolaires. Alors, ce qu'il y a dans l'assiette des enfants, ça le préoccupe. Récemment, il a même imposé un aliment quotidien, des légumes et des fruits frais. Régulièrement, il fait même le tour des établissements pour voir ce qui est servi aux enfants. Très bien, oui. Vous en goûtez aussi de temps en temps, oui. Un petit peu. Vous avez, elles sont bonnes, oui. Oui, très bonnes. Elles sont bonnes, oui. Bon, bah,
C'est parfait. Pour moi, cette opération est importante. Parce que je crois que la question de l'alimentation de nos enfants est importante. Ce que je voulais, c'est leur donner la possibilité de manger des fruits, de manger des légumes, d'avoir un goûter sain. Pour Yves Bure, l'éducation alimentaire des enfants doit commencer dès le plus jeune âge. Si le député maire est aussi pointilleux sur l'alimentation, c'est que l'obésité et le surpoids dans son département touchent de plus en plus de monde. C'est de la vraie fraise de France. La vraie fraise de France. Voilà, William. Ici en Alsace, 16% d'enfants de moins de 18 ans sont en surpoids et en obésité. Et donc, pour prévenir ça, il faut une politique au long terme, changer leurs habitudes, éviter qu'au goûter, les enfants ne mangent n'importe quoi. Yves Bure n'en est pas à son coup d'essai. Il y a 6 ans, c'est lui qui a fait voter à l'Assemblée nationale une loi qui interdit les distributeurs de friandises et de sodas dans les écoles, les collèges et les lycées. Et pour lui, la raison est très simple. Il faut bien se rendre compte que c'est la surconsommation de ces produits qui est aussi un des facteurs de surpoids et d'obésité, et donc de santé pour nos jeunes et les futurs adultes. Face aux mesures prises par le législateur, certains confiseurs ont décidé de réagir et ont développé de nouveaux produits, des bonbons qui s'adressent non plus aux enfants, mais aux adultes. Ah ouais. Nous sommes à Reims, dans une des principales galeries commerçantes de la ville. Une boutique a priori classique de bonbons, mais quand on y entre, on est plutôt surpris. Certes, on y vend toutes sortes de friandises traditionnelles, mais c'est ce qu'il y a autour qui surprend. De la musique, des écrans, des publicités pour le moins suggestives, mais au goût parfois douteux. Bref, ici on ne s'adresse pas aux enfants. Donc effectivement, vous avez... Le patron, c'est lui, Laurent Cordier, 53 ans, un spécialiste de la confiserie. Il a même fondé il y a une quinzaine d'années une chaîne de magasins de bonbons, comptant jusqu'à 80 boutiques, et il l'a revendu. Aujourd'hui, son nouveau magasin provocateur correspond à une stratégie bien élaborée. Notre clientèle, elle est jeune, elle a envie de s'amuser. C'est la clientèle de discothèque, c'est la clientèle des cinémas. La clientèle enfantine, on la laisse à la boulangerie, aux marchands de journaux, ils vont acheter le produit à la pièce. Toucher les jeunes adultes a un avantage. C'est une clientèle qui a du pouvoir d'achat. Elle n'achète pas à l'unité, mais au sachet. En moyenne, la dépense est de 5 € par personne. C'est 5 fois plus qu'un enfant dans une boulangerie. Résultat, Laurent Cordier mise sur un chiffre d'affaires plus qu'honorable dès la première année. Donc le chiffre d'affaires, ça va être, on va dire, plus aux alentours de 300 000, 350 000 euros. 350 000 euros, c'est plus de 2 fois le chiffre d'affaires habituel d'une petite boutique de bonbons classiques. Si son concept marche, Laurent Cordier prévoit d'ouvrir 100 magasins comme celui-ci d'ici 3 ans. Objectif, prendre sa part du marché français du bonbon, un marché de plus d'1 milliard d'euros.